Élu dans l'Éligan en 81, il a été ministre de l'Environnement dans le cabinet Bourassa. Fervent défenseur du développement durable, Clifford Lincoln a fait adopter une foule de politiques pour la préservation de la nature. M. Lincoln a démissionné en plein milieu d'une tempête linguistique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lincoln. Bonjour, M. Morin. M. Lincoln, vous êtes né, vous avez grandi dans l'île Maurice et vous êtes déménagé au Canada à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? C'est un peu le fait que l'île Maurice, c'est un genre de microcosme de ce qu'est le Canada, beaucoup plus grand. La même histoire, la même culture, le fait d'un pays qui était français, qui a été conquis par les Anglais. Alors, la double culture, la même histoire. Alors, le Canada m'a toujours attiré. Mais pas le même climat. Pas le même climat. En fait, lorsque je suis arrivé au Canada, c'était en mai. Je suis resté un petit peu de temps à Montréal. Ensuite, j'avais des attaches à la Colombie-Britannique. Je suis parti en voiture en novembre pour la Colombie-Britannique avec ma femme et deux petits-enfants, deux enfants très bas âge. Et nous avons vu la neige pour la première fois dans l'Ouest américain. Et là, on s'est arrêté, on a pris la neige dans les mains. On a été sidérés par cela. Et ensuite, on a continué vers les passes de l'État de Washington. La voiture s'est arrêtée en pleine neige, une tempête de neige. C'est la première que j'avais vue. Comment on a fini par arriver? Nous n'avions pas de pneus de neige. On est arrivé en Colombie-Britannique complètement des innocents. Je ne ferai jamais ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes intéressé à la politique durant les années 60 aussi? Je me suis toujours intéressé à la politique. Même en Colombie-Britannique, j'étais parmi les jeunes libéraux là-bas. C'était le désert pour les libéraux, c'était incroyable. Il y avait des poignées de libéraux. On perdait toutes les élections, je travaillais un peu dans les coulisses. Et ce qui m'avait frappé un jour, on avait rencontré Lester Pearson. On s'était mis les jeunes libéraux, on était tellement peu qu'on avait fait un cercle autour de lui. Là, il nous avait parlé, ça m'avait beaucoup frappé. Alors j'ai toujours aimé la politique. Et lorsque je suis arrivé au Québec, j'ai transféré mon membership. Et j'ai continué à travailler un peu comme volontaire, comme bénévole, au fédéral et au provincial. Qu'est-ce qui a été l'événement ou la personnalité qui vous a inspiré à vous lancer en politique au début des années 80? Je pense que le déclencheur, c'était un petit peu les années du premier référendum, l'accession du Parti québécois. Et en fait, c'est un espèce de mouvement que M. Ryan a fait partie. M. Ryan était une espèce de précurseur, en un certain sens. Il a renouvelé complètement le Parti libéral du Québec. Il y avait comme une infusion d'enthousiasme. Le slogan, c'était « Le Québec pour tous ». Alors, beaucoup de mes collègues que j'ai rencontrés, c'était tous des gens qui avaient fait le même cheminement que moi. Herbie Marks, Reed Cowan, Daniel Johnson, Michel Gratton, tous ces gens-là s'étaient ralliés. Ils trouvaient que le référendum avait marqué tous les gens. C'était une division, un clivage dans les familles, dans la société. Alors, c'est ça qui m'a motivé. Il y avait un autre facteur, c'est que vous avez toujours été, et vous êtes toujours un grand défenseur du fédéralisme canadien. Ça aussi, ça a joué dedans, pour sûr, parce que j'ai toujours cru, moi, écoutez, peut-être que c'est un petit peu vain de ma part, un immigrant, de venir donner des leçons, mais j'ai toujours cru que la culture française, le Québec,
avait plus à gagner au sein d'une grande famille que par lui-même. Alors, j'ai toujours cru que le fédéralisme était assez souple pour donner cette autonomie au Québec qui pouvait jouer des deux avantages à la fois. Alors ça, j'ai toujours cru dans le fédéralisme. Et alors, le référendum, c'est sûr que ça nous avait tous marqué, ceux d'entre nous qui étaient des fédéralistes au Québec. Alors, c'est pourquoi je me suis joint à M. Ryan. Et qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature en 81 aux élections générales? Oui, l'élection de 81. J'avais été voir M. Ryan. À ce moment-là, c'était toute une affaire de devenir candidat. Devenir candidat était beaucoup plus difficile que l'élection. M. Ryan avait des critères. Je pense que c'était un ancien de l'Assemblée nationale qui avait dit seulement Dieu pourrait poser sa candidature parce qu'il avait des critères, 8 ou 9 critères de base là, qu'il voulait des... alors, j'avais été le voir, ça avait été toute une séance avec lui. Bref, il m'a dit, bon, tu peux poser ta candidature. Et nous étions 9 candidats dans ce nouvelle circonscription là, de Nelligan. Et... bref, à l'Assemblée d'investiture? Oui, il y en a eu 9 au départ, 3 à la fin, parce que certains se sont désistés. Et alors, heureusement, j'ai gagné. Alors, de là, j'ai commencé. Nous, on croyait, on était en avance dans les sondages. On était bien en avance dans les sondages. Mais à 15 jours de l'élection, on savait que on était cuit. C'est sûr que le tempo avait changé. M. Ryan avait été perçu pour quelqu'un d'autoritaire. Il avait fait une déclaration qui avait été vue par le public comme étant peut-être pas assez gentil pour les gens, pour ses opposants. Alors tout de suite, le vent avait tourné et nous avons été battu à plate couture. On a eu 40 sièges sur 125. Et là, j'ai débuté en opposition. Mais dans le comté de Nelligan, dans l'ouest de la ville de Montréal, c'était qui, traditionnellement, aux libéraux? Vous n'avez pas dû avoir une grande difficulté? Oui, là, c'est la difficulté se fait élire comme candidat. Une fois que vous êtes candidat, ça va facilement. En fait, j'ai passé beaucoup de temps pendant l'élection dans les autres comtés. Alors ça a été assez facile. Est-ce que vous aviez de grands objectifs en entrant comme député à l'Assemblée nationale, des grands objectifs pour la société québécoise? Enfin, écoutez, grands objectifs, il ne faut pas se prendre au sérieux, mais seulement, c'est sûr que moi, j'avais une vision tout à fait différente, par exemple, du Parti québécois, une vision qui est plus large, plus fédéraliste, plus ouverte à tous les gens de la société, plutôt qu'un parti qui cherchait seulement que le Québec se sépare. Alors, de ce point de vue-là, oui, nous tous on partagé cette opinion-là. Est-ce que vous étiez déçu de commencer dans l'opposition? Au départ, peut-être que nous étions un peu déçus. Vous vous faites battre à plate couture, ça fait mal pour un petit bout de temps. Mais en même temps, pour moi, j'ai beaucoup aimé l'opposition, parce que l'opposition est une école formidable. En rétrospective, je préfère beaucoup avoir commencé en opposition que d'avoir été dans le gouvernement tout de suite, d'une façon ou d'une autre, que ce soit député d'arrière-ban ou autre, parce que vous ne connaissez pas les rouages, vous ne connaissez pas le système parlementaire, tout ça c'est nouveau. Alors l'opposition est une école formidable, vous faites vos armes, vous êtes toujours frustré, mais en même temps vous battez, vous apprenez le système. Et j'ai beaucoup aimé l'opposition. Mais là, vous arriviez dans un environnement particulier parce que vous étiez dans l'opposition et un gouvernement, évidemment, péquiste de l'autre côté. Est-ce qu'il y a eu une adaptation à faire? Mais écoutez, moi, M. Ryan nous avait demandé au départ quels sont les sujets qui vous intéressent. Moi, j'avais mis l'environnement comme le premier. Alors, il m'avait donné l'environnement parce que personne n'en voulait.
Alors, ça faisait mon affaire. À ce moment-là, les libéraux, ce n'était pas une matière importante pour eux. Alors, moi, j'ai fait mes armes dans l'environnement et bataille avec Marcel Léger, qui était un gars très populaire, etc. Ça a été une période intéressante parce qu'à la fois, elle était historique. Moi, je suis très heureux d'avoir été là pendant que M. Lévesque soit là et M. Parizeau et tous les autres, et pouvoir faire des débats avec ces gens-là, ça a été quelque chose de spécial. Quelques mois après votre élection, en fait, durant la même année 81, mais à l'automne, vous avez défié la ligne de parti, ce qu'on appelle la ligne de parti, vous et 8 autres collègues, en votant contre une motion du gouvernement Lévesque sur le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne. Monsieur Ryan vous avait demandé de vous rallier à cette motion-là. Ça devait créer des tensions sur ce sujet-là. Ah, c'est sûr que ça a créé des tensions immenses. Ça a été très émotif, ça a été passionnel parce que... Alors, j'avais décidé, moi, au départ, avant même de me faire élire, que je travaillerais toujours selon mes convictions, que le parti comptait, mais jusqu'à une certaine mesure, que je ne trahirais jamais mes convictions de base. Alors là, ce qui est arrivé, M. Ryan avait fait un accord avec M. Lévesque sans nous consulter. Et alors, il nous est arrivé pour nous dire, bon, là, vous allez... on va se faire une résolution unanime contre la patriation de la Constitution. Et certains d'entre nous, au départ, il y en avait 24 sur 40 qui étaient complètement contre la chose. Petit à petit, ils se ramenaient sur la base de loyauté de parti, etc. Mais bref, 9 d'entre nous ont décidé, sans nous consulter, hein, de façon tout à fait individuelle, de voter contre le parti. Moi, je ne l'ai pas fait de façon désinvolte, quoi. J'étais voir M. Ryan, j'ai expliqué ma situation. On a parlé ensemble comme des gens qui se comprennent, quoi. Il n'était pas d'accord avec moi, je n'étais pas d'accord avec lui, mais en fait, on a voté contre. Et alors là, le parti et le gouvernement, le Parti libéral a réalisé que, en fait, nous étions 9, mais qu'il y en avait beaucoup qui nous appuyaient tacitement. Alors là, on nous a envoyé du caucus de façon temporaire. Je ne me souviens pas pour combien de temps, peut-être pour 2 semaines, peut-être c'était 2 mois, je ne me souviens pas. Mais tout s'est tassé après, c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est sûr que ça a créé un climat qui éventuellement a ébranlé le parti et le leadership, oui. Et là, avez-vous senti justement que M. Ryan n'avait plus l'appui d'une partie de son caucus? Oui, et paradoxalement, ça n'a pas été le groupe des 9 qui a été au cœur de la chose. C'était peut-être un autre groupe qui s'est formé, qui était réellement plus anti-Ryan. Il y en avait 3 groupes vraiment, des supporters de M. Ryan tout à fait actifs. Il y en avait qui étaient entre les deux, et ensuite il y en avait les anti-Ryan. Moi, je jouais plutôt entre les deux qu'ailleurs. Est-ce que vous aviez une relation assez rapprochée avec M. Ryan? Je ne pense pas qu'avec M. Ryan, on ne soit jamais copains, comme c'était le cas avec M. Bourassa, qui était une différente personnalité ou quoi. Mais j'avais une relation très correcte avec lui. C'était un type qui était détaché de nous, mais en même temps très gentil, un intellectuel, quelqu'un de haute qualité, quoi. Alors, c'était une relation un peu différente, et ça a été ça un petit peu son malheur. Lui, il n'était pas assez copain aux gens de façon humaine. Là. Quand M. Ryan est parti, avant même que M. Bourassa vienne en chambre, c'est M. Girardet Lévesque, oui. avec toute son expérience, qui est devenu chef intérimaire, chef parlementaire. Est-ce que ça allait mieux avec lui?
Ah ben oui, Monsieur l'évêque, c'était quelqu'un qui n'avait aucun ennemi, hein. Alors c'était un gars qui avait une façon d'atteindre les gens, de leur parler. Il était populaire. Le fait même qu'il soit chef intérimaire, c'était une façon pour lui de faire la liaison. Alors ça a bien été avec lui. Et là, on arrive à la campagne du leadership en 83. Il y a 3 candidats, M. Bourassa, M. Johnson, M. Paradis. Vous avez appuyé M. Johnson. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Mais vous savez, dans le temps, moi je connaissais bien Daniel Johnson. C'était un collègue de 81. En fait, j'avais fait équipe avec lui. On était très amis. Et à ce moment-là, vous savez, lorsque M. Bourassa était arrivé, il y avait une espèce de symbiose, il y avait une espèce de concept au sein du parti en général. M. Bourassa, là, c'est pas bon pour nous, ça va créer toutes sortes de problèmes. Alors, sans le connaître, il y avait presque une antipathie contre lui, sans même que nous le connaissions. Moi, je ne le connaissais pas du tout, mais en même temps, tout ce qu'on me disait... alors, on était presque anti-Bourassa sans savoir pourquoi. Et naturellement, moi, Daniel Johnson, c'était un ami, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Alors, j'ai fait le leadership avec lui de façon très active. Et le fait que M. Bourassa soit élu, mais qu'il ne siège pas à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois, est-ce que c'était difficile de coordonner les stratégies à la fois du parti puis de l'aile parlementaire? Je pense pas. Je crois que le fait que ce soit Gérard Lévesque qui était là, qui avait une astuce parlementaire extraordinaire, qui connaissait le système tellement bien, que je ne me souviens pas qu'il y a eu le moindre problème durant cette époque. Aux élections de 85, là, sentiez-vous le vent dans le dos favorable à un retour des libéraux au pouvoir? Ah, c'était clair. C'était visible. La dernière année de notre mandat en opposition, on a assisté à la fracturation du Parti québécois. Ça a été tragique, en fait, un après l'autre qui démissionnaient. Ça a été la bagarre entre les durs, là, les indépendantistes durs, et ceux qui voulaient du beau risque, la bande de Pierre-Marc Johnson et M. Lévesque qui quittait à ce moment-là, et les autres de Jacques Parizeau. Alors on pouvait voir que ça éclatait. C'était une implosion du parti. Alors on pouvait voir que les gens en avaient assez, là, que ce serait notre époque. Alors on a gagné l'élection facilement, haut la main. Je pense qu'on a eu 99 sièges, 125. Et alors ça, c'était une grande époque pour M. Bourassa, en fait, une grande victoire pour lui. Même s'il avait perdu dans son comté à cette élection-là. Oui. Ouais. Ah, il s'est fait réélire à Saint-Laurent. Oui. Vous l'avez gagné assez facilement. Vous dites 99 députés élus. Quand vous êtes arrivé à Québec, là, est-ce que vous attendiez d'être nommé ministre? Je ne m'attendais pas parce que vraiment, j'avais été contre M. Bourassa. Alors, ça a été surprenant qu'un jour, il m'a appelé pour me dire que... en fait, il m'a même dit, parce que j'étais aux relations internationales, il dit « Malheureusement, je ne peux pas te donner les relations internationales, c'est déjà pris par Pierre McDonald, mais je vais te donner l'environnement. » Alors, naturellement, j'étais enchanté. C'était une belle surprise pour moi et c'était formidable. Surtout, M. Bourassa, il faut lui donner un crédit immense parce qu'il avait inséré dans son cabinet M. Ryan, Thérèse Leroux, Daniel Johnson, Pierre Paradis, moi-même, Herbie Marks, Rick French. Tout ça avait travaillé contre lui activement, contre le leadership. Alors ça montrait une ouverture et ça a cimenté le parti, etc. C'était formidable. Donc, moi, j'étais enchanté. Là, à ce moment-là, vous étiez au cabinet, mais vous étiez plusieurs anglophones au cabinet. C'était peut-être pas un précédent, mais ça faisait longtemps qu'on avait vu ces 4, vous, M. French, M. Chacha, M. Marks. Oui, c'est ça. Oui. C'est dans l'histoire du Québec, là, ça remontait loin avant qu'on en trouve autant. Mais je dois dire que nous ne sommes jamais sentis comme
comme anglophone parmi francophones. On parlait les deux langues. Peut-être entre nous, on se parlait en anglais. Mais au sein du Conseil des ministres ou du caucus, pour nous, c'était un incident parmi d'autres. Hein. Vous avez commencé à l'environnement. Aviez-vous des priorités, des objectifs? C'est un domaine qui vous passionnait d'abord. Et pour passer des lois, enfin, adopter des mesures? Vous savez, au départ, j'ai eu un conseil d'un sous-ministre qui était un des sous-ministres privilégiés du gouvernement. Il avait été le sous-ministre de Pierre-Marc Johnson. C'était un réel chevronné, Jean-Claude Deschênes qui était son nom. Mais lui, ça a été pour moi un grand allié, un type assez formidable, qui m'a donné deux conseils au départ. Le premier jour que je l'ai vu. Le premier, c'est prenez votre temps, prenez 1 mois, 2 mois, rencontrez le plus de gens de ministère que vous pouvez faire, que vous pouvez rencontrer. Deuxièmement, travaillons ensemble sur des priorités cibles. La première chose, alors j'ai visité le ministère, j'ai passé du temps, les laboratoires, on se faisait des groupes. À un moment donné, j'ai réussi à connaître les gens, à savoir ce qu'ils faisaient. J'ai pris beaucoup de temps pour le faire, peut-être 2 mois. Après ça, nous avons publié un petit livret qui s'appelait Le CAP, Conservation Agent de Progrès. On a fait le tour du Québec avec. On a été étonnés de voir la quantité de gens qui venaient discuter la chose. On a fait 17 priorités lorsque le ministère en avait 100, plus de 100 avant. Alors on savait exactement où s'en aller. Même 17, c'est beaucoup. 17, c'est beaucoup, mais c'était tellement ciblé que du point de vue politique et du point de vue de la fonction publique, tout le monde savait où on s'en allait parce qu'ils avaient ce petit livret. Alors on a fait une après l'autre, une après l'autre. Par exemple, la première loi que j'ai faite, c'est la loi pour la protection des non-fumeurs. Et ça, on l'a fait à dessein et c'était une priorité de notre petit livre. Est-ce que la société québécoise était prête pour ça? Non, du tout. Le Québec avait le championnat des fumeurs. Alors, on fumait dans les hôpitaux, on fumait partout, en public. Alors, c'était une bataille. Alors, j'ai choisi ça parce que je me suis dit, si on peut réussir une loi pareille, qui n'avait pas existé au Canada, le fédéral avait essayé, ça n'avait pas réussi, l'Ontario avait essayé, ça n'avait pas réussi. Si on réussit ça au Québec, ça va démontrer que le ministère de l'Environnement veut faire des choses et va les faire. Alors, c'était une bataille avec les compagnies de tabac, on a fait une grosse bataille. M. Bourassa m'avait dit, écoute, je suis avec toi tant que ça ne devienne pas une bagarre publique. Mais on a réussi à faire des compromis, etc. Bref, la loi s'est faite. Alors, ça a été un grand départ parce que, en même temps, ça a donné un peu le sens que nous pouvions réaliser des choses. Alors, les gens du ministère se sont sentis beaucoup plus confiants. Là, on a fait beaucoup de lois. On a fait une nouvelle loi sur les pesticides. On était la seule juridiction en Amérique du Nord de ne pas avoir de loi sur les pesticides. Nous avons créé des réserves écologiques. Il y en avait seulement 13 au Québec, 100 en Colombie-Britannique. On a créé 38 additionnels dans 3 ans. On a protégé le littoral sur les fleuves et les cours d'eau, etc., etc. Alors, on a fait beaucoup de lois, une loi industrielle en environnement, et tout ça est parti justement parce que nous avions des priorités ciblées que tant les fonctionnaires et le côté politique sur lesquels on était tous d'accord. Vous êtes à l'origine aussi de la désignation du Harfang des Neiges comme emblème du Québec. C'est peut-être anecdotique, mais pour quelle raison? Comment c'est arrivé, cette désignation-là? Il y avait quelqu'un de mon comté qui est un célèbre zoologue qui s'appelle David Bird, ironiquement. Oui. Alors, David m'avait dit, il faut à tout prix que le Québec ait un emblème aviaire. Alors, lui, c'est lui qui s'occupe de toute l'équipe
aviaire de McGill, le collège McDonald. Alors, il m'avait dit le Enfant des Neiges. Alors, c'est ça. On est parti de là, on a essayé. Et je me suis mis d'accord avec mon collègue Richard French, qui lui faisait les communications. On a présenté un projet de loi ensemble. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'était bien reçu. Aujourd'hui, c'est là pour rester. Mais oui. Dans le monde agricole, il y a toujours eu je ne dirais pas des tiraillements, mais ce n'était pas toujours l'harmonie entre le monde agricole et l'environnement. Vous avez resserré les règles sur la pollution agricole. Ça n'a pas dû être facile, ça. Mais oui, le tiraillement, c'était vrai. Les deux équipes ne se voyaient jamais, ne se parlaient jamais, c'était des ennemis. Alors, entre mon collègue Michel Pagé et moi, on a commencé à d'abord dialoguer. On n'était pas toujours d'accord, mais on dialoguait. Ensuite, il y a la Grande Union agricole, la UPA, qui ne voyait pas l'environnement de mon œil. Et ils nous avaient invités, tous les ministres, là, à leur congrès annuel. Et surprenant pour eux, j'ai été. C'était congrès. Là, jamais un ministre de l'Environnement avait été à leur congrès. Là, j'ai établi des liens avec le président et le vice-président. On est devenus en fait de bons amis de travail. Et on a commencé à dire, écoute, ça ne fait aucun sens. Vous avez beaucoup de pollution. Nous, on veut enrayer la pollution. On a essayé de trouver des façons. Alors, on a travaillé ensemble. On a réussi à faire des choses parce que Michel Pagé a accepté. On a, par exemple, réussi à faire de l'agriculture biologique une partie de l'UPA. Ils ont accepté ça comme une arme du futur. Alors, on a protégé les cours d'eau, ça a été une bataille, mais finalement, on a fait des compromis, on a réussi à resserrer faire une intégration entre les deux. Par exemple, dans le domaine des pesticides, où l'agriculture s'en servait, c'était presque 60% ou plus dans le domaine agricole. On avait réussi à faire des équipes d'éducation pour les fermiers dans les cégeps et les écoles, pour leur donner justement des connaissances plus approfondies pour qu'ils utilisent bien moins de pesticides que dans le passé. Alors tout ça s'est fait parce qu'il y a eu une coopération qui s'est établie. Vous avez été aussi à l'origine du parc marin Saguenay, enfin dans le fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. Oui, vous savez, ça découle d'un journaliste, de vos collègues, vous devez être un journaliste du Devoir, Louis-Gilles Francoeur. Alors Louis-Gilles, lui, c'est un gars indépendant. S'il avait des choses à dire, parfois il me tombait dessus, etc. Mais en même temps, on avait une relation très professionnelle ensemble. Un jour, il me dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'argent pour le Saint-Laurent du fédéral? Il donne de l'argent à l'Ontario pour les Grands Lacs. Alors lui et moi, on a commencé comme une espèce de petit jeu, là, où je faisais des sorties en public et lui, il me publiait ça. Le fédéral est injuste envers le Québec, on tirait dessus. Après 6 mois, le Mulroney a dit au ministre de l'Environnement, j'en ai assez de ces gars-là, donne-leur leur argent. Alors là, ils m'ont donné 110 millions de dollars pour 5 ans, 100 millions pour le plan Saint-Laurent numéro 1 pour 5 ans. Maintenant, on est arrivé à la 5e ou 6e étape. Ça a continué depuis 88. Et ensuite, il y avait 10 millions pour le parc marin du Saguenay. Malheureusement, il y a eu une querelle provinciale fédérale. Le provincial possède le lit du Saint-Laurent. Le fédéral est en charge des eaux navigables. Les deux ne voulaient pas s'entendre. Un disait c'est moi, c'est moi. Et bref, ironiquement, c'est lorsque j'ai été président du comité du patrimoine canadien au fédéral que nous avons réussi à créer le parc marin du Saguenay en faisant quelque chose d'assez inusité et tellement logique. Le Québec a fait une loi pour le parc marin du Saguenay, le fédéral a fait une loi identique, les deux lois ont été déposées le même jour à la même heure. Alors personne ne s'est battu pour le cours d'eau, le lit du cours d'eau, et le parc marin du Saguenay existe aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Lincoln. On continue la semaine prochaine. OK.